Et je vais maintenant donner la parole, non pas comme prévu à Marine Bonan, qui est au travail. Elle n'a pas pu se dégager à temps pour tenir l'horaire. Elle nous rejoindra peut-être. Et c'est Esteban Labarca, qui est un volontaire du service civique du CNES. On en a 3 pour le moment. Il travaille ici depuis ce matin hardiment, mais également pour préparer ce colloque depuis longtemps. Et c'est lui qui a accepté, en tant que sorti fraîchement de l'université, de traiter du thème « Les étudiants et les jeunes entre précarité et pauvreté ». Esteban, vous avez la parole. Merci. Alors je pense que chacun d'entre nous, on a pu constater ces dernières années un certain accroissement dans le débat public des questions de précarité étudiante, alors qu'on pourrait penser que cet accroissement de l'importance de ce débat dans le débat public a surtout eu lieu par la pandémie du Covid-19, qui a notamment donné une grande place à des visions de la pauvreté étudiante. On a pu le voir avec notamment des images de files d'étudiants attendant la banque alimentaire. C'est des images qui ont provoqué un certain émoi dans la société, mais ce n'est pas le premier événement de ces dernières années qui a jeté une lumière sur ces questions. Moi, je vais revenir à la date du 8 novembre 2019, où un étudiant de 22 ans nommé Anas Kournif s'immole par le feu devant le siège du Crous de Lyon, donc le Crous, le Centre régional des œuvres universitaires et sociales. Il s'immole par le feu afin d'interpeller l'opinion publique à propos de la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Le mardi suivant, une journée de mobilisation a été organisée dans de multiples universités françaises. En rendant hommage à l'étudiant hospitalisé, qui s'en est sorti par la suite, les participants dénoncent alors un accroissement de la précarité étudiante, voire même une explosion. Le syndicat solidaire auquel l'étudiant appartenait relaie un message Facebook publié par l'étudiant quelques heures avant son geste, qui affirme le caractère politique et désespéré de son acte, comme on peut le voir sur la diaporama. Cet événement a constitué un bond très important pour le débat sur la précarité étudiante, qui a bien sûr ensuite été relayé par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Il conviendra dans un premier temps donc de définir les termes du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Tout d'abord, la précarité. C'est une notion développée et étudiée en sciences sociales. Il s'agit néanmoins d'une notion assez subjective, puisqu'elle définit la précarité comme une situation acceptable au sein d'une société donnée. De fait, la définition de la précarité évolue selon le lieu et l'époque à laquelle nous l'étudions. Elle peut être définie de la manière suivante. Il s'agit de l'absence d'une ou de plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances d'obtenir des droits et d'assumer des responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. Agnès Pitrou considère que la première caractéristique du précaire est qu'il ne possède aucune maîtrise sur l'avenir et ne dispose d'aucun moyen efficace pour parer aux difficultés qui surgissent. Il est donc perpétuellement menacé par la dégradation de son statut de précaire vers un statut de pauvre. Quant à elle, la pauvreté est définie différemment également selon les époques et les pays. La Commission européenne considère que les pauvres correspondent aux individus ou familles dont les ressources sont si faibles qu'ils sont exclus des modes de vie minimaux acceptables dans l'État membre dans lequel ils vivent. Pour l'INSEE, cette fois-ci plus en France, un individu est pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, défini comme étant 60% du niveau de vie médian de la population du pays. Le terme étudiant est lui dérivé du latin studere, qui signifie s'appliquer à apprendre quelque chose. En France, ce terme est généralement accroché aux personnes intégrées dans un cursus scolaire post-bac supérieur. François Dubet précise qu'il est difficile de donner une définition propre à ce terme. Olivier Galland précise qu'en dehors de sa définition purement scolaire, la condition étudiante peut être perçue comme étant le prolongement de la jeunesse. La France, selon les chiffres de l'INSEE, compte environ 9,3 millions de pauvres. En 2016, elle en comptait 8,9 millions. Ça fait environ un accroissement de 0,4%. Depuis quelques années, la pauvreté touche de nouvelles catégories sociales. Le phénomène de working poor a en effet pris de l'ampleur dès la fin des années 90. La crise des subprimes à partir de 2008 vient également renforcer ce phénomène, ainsi que le développement du travail précaire, comme l'intérim, l'explosion du nombre de CDD ou l'ubérisation.
À côté de ces travailleurs pauvres, une autre catégorie de personnes connaît également des conditions de vie de plus en plus difficiles. Et c'est le sujet dont nous allons nous intéresser, ce sont les étudiants. En France, on recense près de 2,7 millions d'étudiants. C'est un chiffre quand même difficilement quantifiable, mais la pauvreté étudiante est un phénomène réel. On en compte environ 20% qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Il est toutefois important de signaler que dans les chiffres, les étudiants ne sont pas toujours pris en compte, car bien souvent, ils sont encore attachés à leurs parents. Aujourd'hui, notre objectif est donc de répondre aux questions suivantes. Qui sont les étudiants en France et quelles sont leurs conditions de vie? Quelles difficultés rencontrent-ils? Quels sont les moyens existants pour les aider? Est-ce que ces moyens sont suffisants ou suffisamment connus par les principaux concernés? Il conviendra dans un premier temps de définir d'abord ce que la jeunesse, car la condition étudiante, comme Olivier Galland l'a rappelé, est bien souvent définie comme une partie de celle-ci. Il s'agira ensuite de comprendre qui sont ces étudiants dont on parle en revenant sur l'histoire de l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Enfin, les conditions de vie de ces étudiants, que l'on appelle étudiants pauvres, seront étudiées afin de comprendre ensuite quelles sont les aides nationales ou locales mises à leur disposition. Concernant la jeunesse, il n'est pas aisé d'en donner une définition. Les sociologues, au fil des années, se sont attachés à définir cette notion. Il existe aujourd'hui 4 approches sociologiques de celle-ci. Tout d'abord, une approche historique institutionnelle. Au Moyen-Âge, l'enfance était différenciée de l'adulte par la conscience. En effet, l'enfant était perçu comme un adulte en miniature, comme un être pas encore doté de conscience. Au XVIIe siècle apparaît la notion d'un sentiment de l'enfance. L'enfant n'est pas mûr pour la vie et il est nécessaire de le soumettre à un régime spécifique avant qu'il ne rejoigne le monde des adultes. Au sein de la famille, l'enfant est un être en devenir et l'objet d'un investissement affectif à long terme. À l'école, il est ainsi séparé de la société des adultes. Le sociologue américain Talcott Parsons, quant à lui, théorise la jeunesse comme étant un phénomène culturel à travers ce qu'il appelle la youth culture. Autrement dit, la culture de la responsabilité, s'opposant à la culture adulte. L'enfant souhaite alors correspondre à des images prédéfinies, comme les images parentales ou les images culturelles. La troisième approche pourrait être celle de la jeunesse perçue comme une transition vers l'âge adulte. Elle définit ainsi des seuils sociaux de la jeunesse, par l'axe scolaire professionnel, comme la fin des études, le premier emploi stable, ou un axe plus familial, comme la décohabitation parentale, la mise en couple, l'arrivée du premier enfant. Les seuils n'ont cependant jamais été réellement synchronisés. Il a toujours en effet eu un certain décalage entre eux, d'autant plus aujourd'hui avec l'âge de la fin des études ou l'âge du premier enfant qui recule. La dernière vision peut voir la jeunesse comme étant une expérience identitaire, théorique, qui répond à l'insatisfaction par rapport à l'approche par franchissement de seuil. Certains jeunes peuvent se qualifier comme étant adultes, alors qu'ils n'en ont pas les attributs sociologiques. Ainsi, on ne parlerait plus du statut d'adulte, mais d'une identité d'adulte. La sociologue Cécile Van de Velde distingue 4 manières de devenir adulte dans le monde occidental. Se trouver, le développement personnel, s'assumer par l'émancipation, se placer par l'intégration sociale et s'installer par l'appartenance familiale. Ainsi, et au regard de ces définitions, nous pouvons aisément dire que l'étudiant s'inscrit, au regard de ces multiples approches, comme faisant partie d'une période de la jeunesse. Maintenant, concernant l'histoire un petit peu de la sélection à l'enseignement supérieur, durant la fin du XXe siècle, on peut dire que jusqu'aux années 1950, l'université était réservée aux personnes issues de familles aisées. Pierre Bourdieu, dans son ouvrage en collaboration avec Jean-Claude Passeron, les appelle les héritiers. Il explique que ces héritiers étaient concentrés sur Paris et qu'il s'agissait de groupes homogènes bénéficiant de privilèges sociaux, leur permettant ainsi de bénéficier, par exemple, d'un capital culturel important. Un enfant d'ouvrier avait ainsi 28 fois moins de chances d'entrer à l'université qu'un enfant de cadre. Dans les années 1980, l'université s'inscrit dans le paradigme de reproduction, avec des clivages encore très marqués. Dans les années 1990, il y a un gonflement des effectifs, notamment dû au développement des filières spécialisées proposant un meilleur encadrement et préparant davantage les étudiants au marché du travail. Les inégalités sociales marquaient encore cependant l'accès à l'enseignement supérieur. Olivier Galland précise que les étudiants ne sont plus des héritiers, mais plutôt des jeunes de classe moyenne, soit par origine, soit par aspiration, qui partagent les valeurs de ce milieu. Aujourd'hui, l'accès aux études supérieures est donc plus aisé qu'auparavant, mais néanmoins, il existe tout de même une persistance des inégalités dans le système universitaire, et notamment quand il s'agit de parler de l'égalité des chances ou les inégalités de réussite dans l'enseignement supérieur. La majorité des systèmes exigent un diplôme préalable à l'entrée à l'université ou dans l'enseignement supérieur en général. En France, par exemple, il est nécessaire de disposer d'un baccalauréat. En Angleterre, on pourrait plus parler d'un A-level.
Selon les établissements, la sélection varie beaucoup. En effet, cela change selon s'il s'agit d'un établissement public ou privé, ou d'une filière ou d'une autre. En France, contrairement au Royaume-Uni ou par exemple aux États-Unis, il est relativement plus facile d'accéder à un cursus d'études supérieures, bien qu'il subsiste encore dans certaines filières le passage de concours d'entrée. Le coût des études constitue, quant à lui, une forme de sélection. Dans des pays moins que d'autres, par exemple au Danemark, les étudiants peuvent poursuivre des études qui n'exigent aucun frais de scolarité, bien que les bourses y soient plus rares. À l'opposé, au Royaume-Uni, on atteint des records en Europe de frais d'inscription. Les étudiants d'université publique peuvent payer jusqu'à environ 10 000 € par an lors du premier cycle. Alors qu'autre exemple, en République tchèque, l'accès à l'université ne coûte que 19 € par an en premier et deuxième cycle. La France est ainsi parmi les pays pratiquant des frais peu élevés. Pour l'université, on peut par exemple dire qu'il faut payer 170 € pour une année de licence, 243 € pour une année de master et 380 € pour un doctorat. Concernant les conditions de vie de ces étudiants, pour beaucoup d'entre eux, l'évolution vers l'enseignement supérieur s'inscrit dans une évolution de vie, c'est-à-dire dès la décohabitation parentale, qui entraîne ainsi l'obligation pour l'étudiant de prendre un logement. Cette volonté de prendre un logement, cette nécessité est parfois liée à une volonté d'indépendance, mais elle est bien sûr parfois obligatoire lorsque l'étudiant vit par exemple dans un milieu rural ou un milieu éloigné des villes universitaires. Face à l'augmentation des loyers qui ont lieu dans ces villes universitaires, forcément, cela est causé par le fait que les demandes de logement augmentent. L'offre n'est souvent pas suffisante et les loyers sont trop chers. En 2016, un étudiant payait en moyenne 430 € de loyer par mois. En région parisienne, ce chiffre monte à 554 € et même à Paris intramuros, ce chiffre monte à 637 €. Le logement est donc une véritable question, un véritable problème pour les étudiants en France. Là encore, l'inégalité se joue entre ceux dont les parents ont les moyens d'aider et les autres. Les prix des loyers entraînent ainsi de multiples conséquences. Par exemple, on peut traiter la conséquence de l'augmentation de la précarité, voire de la pauvreté étudiante au fil des âges du vieillissement des étudiants. L'Observatoire de la vie étudiante en 2020-2021 a mesuré que 18% des étudiants de moins de 20 ans déclarent avoir une situation financière compliquée ou très compliquée. Ce chiffre atteint 20% pour les étudiants de 20 à 22 ans, 25% pour les étudiants de 23 à 25 ans et explose à 45% pour les étudiants de 26 ans ou plus. Le vieillissement de ces étudiants incite ainsi un départ plus fréquent du foyer familial, une contrainte plus importante de l'indépendance financière et pèse ainsi fortement sur leurs finances. Un étudiant qui cohabite, qui n'a pas d'aide de ses parents, se retrouve donc à connaître son premier emploi avant la fin des études de manière très récurrente. Encore une fois, l'Observatoire de la vie étudiante, en 2016, a mesuré que 46% des étudiants étaient salariés. Parmi ces étudiants salariés, 55% ont occupé un emploi à mi-temps, sans lien avec leur cursus, tandis que moins de 45% ont travaillé en alternance, en stage, ou ont eu une activité rémunérée en lien avec leur parcours. En outre, 13,3% d'entre eux exercent une activité considérée comme très concurrente des études, c'est-à-dire au moins un mi-temps qui peut durer plus de 6 mois dans l'année. Cet emploi est souvent nécessaire à la survie financière de l'étudiant, mais celui-ci peut évidemment être source de nombreux problèmes. Encore une fois, l'Observatoire de la vie étudiante a mesuré le fait qu'un étudiant salarié sur 3 voyait dans la conciliation entre ses études et son travail une source de stress ou de tension nerveuse. Près de 18% des étudiants salariés considèrent que leur travail a un impact négatif sur leurs résultats universitaires. La pandémie a cependant, par l'augmentation du chômage, réduit la part du salariat chez les étudiants. Durant l'année universitaire 2019-2020, ils sont 31% à se salarier. En 2020-2021, année de complète pandémie, le chiffre est descendu à 18%. Cela amène la précarité financière, amène évidemment également des problèmes de santé. Le manque d'argent et le manque de prise en charge de certains soins par la sécurité sociale conduit certains étudiants à mettre de côté certains soins considérés moins essentiels. On peut par exemple citer les soins dentaires ou les soins ophtalmologiques. En outre, selon une étude de la LMNDE menée avec l'Institut CSA en 2019, 42% des étudiants déclarent renoncer à ce type de soins. Sur ces 42%, 40% déclarent manquer de moyens financiers. Par ailleurs, beaucoup d'étudiants renoncent à prendre une complémentaire santé.
En réponse à cela, le gouvernement d'Édouard Philippe a supprimé la cotisation de 217 € à la sécurité sociale étudiante, qui est aujourd'hui remplacée par une cotisation à la vie étudiante qui s'élève à 91 €. Encore une fois sur la santé, l'Observatoire de la vie étudiante a mené pour la première fois en 2016 une enquête sur la dépression au sein de la population étudiante. Les étudiants sont près de 20% à présenter des signes de détresse psychologique dans les 4 semaines qui précèdent l'enquête. Dans les 12 derniers mois, ils sont également près de 37% à présenter une période d'au moins 2 semaines consécutives pendant laquelle ils se sont sentis tristes, déprimés ou sans espoir. Ressort également de cette étude que près de 8% des étudiants auraient déjà pensé à se suicider. Comme le souligne Séverine Louvel, la précarité a une forte influence sur l'ensemble des problèmes de santé recensés. Les indicateurs de santé mentale sont tous nettement plus défavorables aux étudiants en situation de précarité, qu'il s'agisse de souffrances psychiques, de troubles du sommeil ou de la consommation de substances psychoactives. Comme souligné ici, ces détresses peuvent ainsi amener l'étudiant à consommer des substances endommageant leur santé, mais peut aussi amener les étudiants à des extrêmes insoupçonnables jusqu'alors, parfois même la prostitution. On peut prendre ce cas, par exemple, pour montrer cette précarité où l'émergence de nouvelles technologies a entraîné l'arrivée de nouvelles formes de prostitution qui peuvent très bien s'aménager avec un emploi étudiant, par exemple sur des sites de rencontres accessibles à un grand nombre de personnes. Au-delà même de problèmes strictement financiers, la pandémie du Covid-19 a également créé une nouvelle forme de pauvreté, touchant particulièrement les étudiants. C'est ce qu'on peut appeler l'isolement social. Beaucoup d'étudiants ces dernières années sont entrés dans le monde des études supérieures avec la perspective de découvrir un nouvel environnement social, ainsi que de nouvelles pratiques d'enseignement. La fermeture des universités aux cours présentiels ont contribué à créer une certaine détresse parmi une grande partie d'étudiants. Forcés de suivre des cours à distance, voyant leurs examens repoussés puis annulés, arrivant parfois seuls dans une nouvelle ville, dans l'impossibilité de rencontrer des camarades de cours, de nombreux étudiants expriment ainsi un certain désespoir face à leur isolement. Certains sont contraints parfois de rentrer chez leurs parents, parfois aussi par volonté de sortir de l'isolement, ou parfois par des raisons financières. Mais globalement, cette situation peut renforcer ainsi un certain sentiment d'échec ou de retour à zéro. L'Observatoire de la vie étudiante mesure ainsi qu'en 2020-2021, 43% d'étudiants déclarent avoir souffert de détresse psychologique dans les 3 semaines précédant l'enquête. Donc c'est une augmentation par rapport aux chiffres de 2016. Ce taux augmente suivant la situation financière, l'âge ou même la nationalité. Par exemple, 53% des étudiants étrangers sont dans ce cas, contre 41% d'étudiants français. Sans doute parce que les étudiants étrangers sont souvent plus éloignés de leur famille, ce qui contribue à leur isolement et parfois à leur détresse. Mais face à ces conditions de vie, certaines aides sont mises à disposition des étudiants. On peut d'abord traiter les aides publiques. De nombreux dispositifs d'origine publique sont destinés à aider les étudiants dans leurs études. La principale aide est évidemment le Crous, qui par un système de bourse, mais également un système de logement ou de restaurants universitaires à prix réduit, existe. Sur l'année 2020-2021, 38,4% des étudiants étaient boursiers. Plus de la moitié de ces étudiants étaient dans des sections de techniciens supérieurs, comme des BTS, des DUT, ce qui montre bien l'importance de l'origine sociale et des finances sur la sélection de la filière. A contrario, moins de 3 étudiants sur 10 est boursier en classe préparatoire. Ces chiffres sont ainsi révélateurs de l'inégalité sociale du système d'éducation supérieure. Le Crous présente également la possibilité pour les étudiants le souhaitant d'avoir une chambre ou un logement en résidence universitaire. Mais ce système trouve néanmoins ses failles dans le nombre de logements mis à disposition, mais également dans la sélection de ce logement. En effet, un étudiant ayant un échelon de bourse plus élevé qu'un autre aura plus de chances de disposer de ce système, ce qui laisse de nombreux étudiants dans l'incapacité de recourir à cette solution. De plus, les loyers pratiqués par le Crous restent tout de même parfois trop élevés pour beaucoup d'étudiants, même si ces logements sont éligibles à de nombreuses aides comme les APL. D'autres aides au logement existent, comme par exemple des aides régionales ou locales. La ville de Paris et le Crous ont par exemple mis en place l'AILE, l'aide à l'installation dans un logement étudiant, une aide de 900 € afin d'aider les étudiants résidant à Paris de s'installer dans un logement de parc privé très concurrentiel dans la ville, mais également dans son agglomération. Des aides sont également mises à disposition pour les étudiants en situation de handicap, comme par exemple le droit à un assistant d'éducation.
L'étudiant en situation de handicap peut disposer ainsi d'aides financières en plus de cela. Mais poussé par la situation de pandémie et par une certaine pression politique, le Crous a député une politique de repas à 1 € dans ses restaurants pour les étudiants boursiers. Ces tarifs sont encore en vigueur aujourd'hui. Pour les étudiants les plus démunis, des aides financières d'urgence sont également mises en place à côté de cela. Dans certains cas, on peut faire appel au FNAU, le Fonds national d'aide d'urgence, qui propose une aide ponctuelle de maximum 1 669 €. Et cette aide peut être accordée 2 fois dans la vie d'un étudiant. On peut également citer de nombreuses aides régionales, comme le revenu de minimum étudiant, le RME, le Mobili Jeune ou la bourse sanitaire et sociale. Au-delà même des aides publiques, de nombreuses associations étudiantes ont également pour objectif d'aider les étudiants. À Nancy, l'association Carpe Diem propose notamment un système de banque alimentaire dans laquelle tout le monde, chaque étudiant, sous présentation de la carte étudiante, peut bénéficier d'un colis valant plus d'une 50aine d'euros en grande surface pour un prix de 8 €. Autre exemple, par exemple, le projet Agorae est lancé en 2011 par l'association étudiante FAGE pour ouvrir dans toute la France des épiceries à prix réduit pour des étudiants dans le besoin. Aujourd'hui, une trentaine d'épiceries ont été ouvertes dans toute la France et la demande augmente sans cesse depuis la pandémie. L'Agorae de Nancy cumulait en mars 2020 170 inscrits et après le passage de la pandémie, en février 2021, ce chiffre est monté à 500. Donc on a une augmentation très forte qui appuie le fait que la pandémie a pesé sur les finances des étudiants. Malgré toutes ces aides, beaucoup d'étudiants, même s'ils ne correspondent pas à la majorité, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais quel problème peut être posé par l'existence de ces aides? Aujourd'hui, il en existe environ une cinquantaine de dispositifs en France aujourd'hui. Mais malgré tout, malheureusement, ces dispositifs sont sans arrêt revus par différentes politiques publiques. Le problème aujourd'hui est sans doute fait autour de la communication de ces dispositifs, car les étudiants ne prennent toujours pas conscience des moyens qui peuvent être en leur pouvoir pour améliorer leur situation. Il s'agit donc de faire peut-être tout un travail autour de la communication de ces dispositifs. En conclusion, la vie étudiante, on peut dire qu'elle est marquée par de fortes disparités sociales, aussi bien dans l'accès aux études que dans les conditions de vie de ces étudiants. Les étudiants issus de familles plus défavorisées et parfois même de classe moyenne sont ainsi fortement touchés par des problématiques de logement, de santé, d'alimentation. La pauvreté étudiante est aujourd'hui une réalité. Certains vivent certes de manière acceptable, mais d'autres se retrouvent dans des situations plus que précaires ayant des incidences sur leurs résultats et malgré les aides mises à leur disposition. Toutefois, on ne peut pas dire que la pauvreté étudiante est un problème à part du reste de la question de la pauvreté, car la pauvreté de ces étudiants, leurs conditions de vie ne sont pas forcément plus différentes que des travailleurs pauvres ou même des chômeurs. Et en plus de cela, les pauvretés étudiantes prennent source d'abord dans le revenu des parents, qui constitue un facteur vraiment important qui va définir les conditions de vie de ces étudiants. On doit donc penser que la pauvreté étudiante s'inscrit fortement dans la question de la pauvreté en général. Merci de m'avoir écouté.